Ils sont 239 otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, jour du massacre du Hamas. Depuis, à l'ajout de la peine d'avoir perdu certains de leurs proches, des familles entières vivent dans l'angoisse la plus absolue. Elles sont sans nouvelles de vie de leurs proches et font tout pour obtenir leur libération. Ishaï Dan et Ange Dan Calderon, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est important d'entendre effectivement votre voix en studio. Il y a quelques jours, on recevait aussi Ariane Tamir qui, elle, a perdu plusieurs membres de sa famille. 3 personnes qui ont été assassinées par le Hamas et 8 autres qui sont présumées otages dans la bande de Gaza. Alors, on va vous présenter peut-être de manière assez simple. Vous êtes tous les deux cousins, hein. Ishaï, votre belle-sœur Carmela, 80 ans, a été tuée avec sa petite fille Noya, 12 ans, qui est donc votre petite nièce. Et puis aujourd'hui, vous êtes sans nouvelles de votre neveu, Ofer Calderon, et vos 2 petits-neveux, Erez, 12 ans, et Sahar, 16 ans, qui sont aujourd'hui otages dans la bande de Gaza. Ils sont de nationalité... On espère qu'ils sont otages. On espère, effectivement, présumés otages. Ils sont de nationalité française, en tout cas. Oui, ils ont tous les 3 nationalités françaises, mais on ne sait pas du tout si ils vivent encore. Oui, vous n'avez pas pour l'instant de signe de vie. Non, aucun signe de vie de la Croix-Rouge qui n'a pas... Je ne sais pas pourquoi on a créé la Croix-Rouge, mais je sais très bien que dernièrement, la Croix-Rouge a demandé d'Israël de ne pas changer les lois dans les prisons de terroristes en Israël. Et on leur a demandé pourquoi d'abord ils n'ont pas vu, au moins nous donner un signe de vie, parce qu'on ne sait pas. Comment vous avez vécu ce 7 octobre 2023 ? Comment vous avez appris la nouvelle de ces disparitions ? À 6h20, j'ai ouvert mon téléphone, la radio, quoi. Puis, je comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Alors, je téléphonais à Hadas, et à Carmela et à Galit. Il me dit, on est enfermé, on tire dessus. Ils se sont enfermés dans les abris. Oui. Mais Galit, qui est dans un autre kibbutz, que sa fille a été égorgée, d'ailleurs, et elle était dans un kibbutz qu'on pouvait refermer les portes de dedans. Donc, ce qu'ils ont fait là-bas, la plupart des parties, ils ont brûlé la maison d'une façon que ils ne peuvent pas respirer, ils devaient sortir. Mais Galit a tenu le coup, elle n'est pas sortie. Donc elle est avec nous. Hadas devait tenir pendant 8 heures la porte de l'autre côté, de tenir la poignée. Poignée et de changer de main. Elle est très petite, elle est très fragile, mais elle avait trouvé une force de nous tenir. Et petit à petit, on entendait ce qui se passait là-bas. On était très effrayés, mais on ne comprenait pas exactement. D'ailleurs, jusqu'à la fin, on n'a pas compris. Mais à un certain moment, ils nous ont dit, on ne peut plus parler, on n'a pas... Et puis après, c'était... Ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de ces personnes, c'est important aussi de rappeler leur mémoire. C'était des gens qui militaient pour la paix, qui étaient plutôt de gauche. Ça, c'est aussi important de le dire ce matin. Oui, je crois que c'est très important de le dire. D'ailleurs, Uri, le mari de Carmela, qui est mon frère, et lui aussi avait l'habitude d'aller à la frontière prendre des malades pour les prendre dans les hôpitaux en Israël, et il luttait pour la paix toujours. Depuis 61, il était très très actif, mais toutes les familles là-bas de Niroz étaient sûres qu'ils pourraient vivre en paix. Je pense que si on arrive à une bonne solution, on pourra vivre en paix avec eux. Alors justement, on va parler de la solution, bien sûr, de paix. Aujourd'hui, le fait que le Hamas ait libéré déjà 4 femmes, qu'une soldate a été aussi retrouvée et sauvée dans la bande de Gaza, est-ce que c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir ? Non, pas du tout. D'abord, il faut avoir la tête qui pense comme Hamas. Et je ne peux pas avoir cette tête. Et vous aussi, vous ne pouvez pas avoir cette tête.
Il y a des choses... il y a des choses que c'est difficile même à expliquer. Naturellement, c'est difficile à raconter puisque je dois me rappeler de ce qui s'est passé d'après ce qu'ils ont vu. Mais on n'a pas d'explication pourquoi ils ont libéré cette femme, deux femmes. D'ailleurs, cette femme, les deux, je les connais très bien puisque je suis à Niroz à peu près chaque mois. Et puis, d'après elles, ils ont vu les jeunes. Alors, quand on les a libérés, on a su qu'ils étaient vivants. Mais depuis, on ne sait pas. Mais quand la radio, la télévision, je ne sais pas qui, a annoncé qu'on a réussi à faire revenir la soldate, je crois que c'était une grande erreur de le raconter. Pas de le faire, naturellement. Je suis heureux pour elle. Mais dès ce moment, j'ai peur qu'ils égorgent tout le monde. Comme ça que, au moment où on arrive, il n'y aura personne vivant. Depuis ce funeste 7 octobre, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au quotidien? D'attendre. C'est vraiment l'attente. D'essayer de dormir et avoir des cauchemars. Essayer de penser qu'est-ce qui se passe là-bas et ça me fait fou. C'est-à-dire, elle a 16 ans, Sarah, elle est très belle et on sait ce qu'ils ont fait avec les filles et j'ai peur, terriblement. Je suis terrorisé. C'est pas une peur que j'ai connue avant, jamais. Même quand j'étais dans la guerre, jamais. Aujourd'hui, Ishaï, est-ce que vous êtes en lien peut-être avec les autorités israéliennes? On sait qu'il y a certaines familles d'otages qui sont en lien avec des officiers de Tsahal qui leur donnent des informations régulièrement. Est-ce que c'est votre cas? Non, c'est pas notre cas, mais j'ai pas d'explication. Je peux rien dire contre. Je ne comprends pas et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle explication on peut donner, mais je crois que c'est très triste qu'on n'a pas reçu des explications, même pour nous dire soyez patients, oui, par la radio, oui. Mais vous n'avez pas de contact direct non, avec l'armée? Non, on a eu un contact direct avec le président français. Macron. On a eu le contact direct avec la ministre des Affaires étrangères. Les deux sont venus à Israël pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous dire... Ils nous ont pas donné de l'espoir, mais ils ont donné une force. Parce que l'espoir, je ne sais pas ce que c'est exactement, parce que je ne sais pas à quoi espérer. Est-ce que c'est mieux qu'ils restent vivants là-bas? Peut-être non. Certaines familles d'otages, Ishaï et Ange, se sont prononcées contre un cessez-le-feu, notamment pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La plupart des familles demandent cessez-le-feu. Pas quelques familles. La plupart. Il y a eu quelques familles qui sont infiltrées dans le groupe des parents, des otages, et qui ont dit des choses terribles. Après, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas le dire, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit. Je ne sais pas. Ils sont infiltrés par ceux qui nous ont invités. C'est-à-dire, c'était assez secret comment arriver à parler avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Je ne veux pas l'appeler Bibi parce que je crois que c'est un mot qui donne trop de sympathie pour lui. Justement, vous êtes en colère aujourd'hui contre Benjamin Netanyahou, contre le gouvernement, contre les services de renseignement. Vous partagez cette colère-là? Oui. Si je dois répondre une courte réponse, oui. Et je ne sais pas comment tolérer la façon qu'ils font ce qu'ils font, mais j'ai même entendu quelqu'un qui est du gouvernement qui a dit que le sang des
colons, il est plus cher que le sang des membres qui s'étaient égorgés à Gaza. Donc vous pouvez comprendre que on voit qu'il y a même dans ce sujet-là encore des gens de très 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 extrême droite. C'est pas la plupart du pays. Non, pas du tout. Mais ils sont dans le gouvernement. Et c'est triste. Le Hamas réclame la libération de tous les détenus palestiniens en échange de celle des otages. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui, tout à fait. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je crois qu'on doit libérer les otages. Et si c'est le moyen, c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, je suis sûr que tous les terroristes qui sont dans les prisons israéliennes, on les retrouvera, comme on a retrouvé les autres. Et je suis sûr que l'armée israélienne, le Shabak et le Mossad, ils trouveront la voie comment les éliminer. Donc, oui, on a peur de ça. Et je comprends si quelqu'un dit « Oh, mais c'est trop ». Mais la vie d'un otage, ça suffit pour... Et ce qu'on a fait pour Gilad Shalit était exactement ce qu'il fallait faire. Vous parliez tout à l'heure de la Croix-Rouge, justement la responsabilité de la Croix-Rouge. C'est vrai qu'on a vu plusieurs familles d'otages dénoncer notamment le silence de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, il y a des dizaines de camions d'aide humanitaire qui rentrent dans la bande de Gaza, tandis que les otages, eux, n'ont droit... Mais l'aide humanitaire, c'est pas seulement l'aide humanitaire de la Croix-Rouge, c'est l'aide humanitaire d'Israël. Israël a ajouté encore un tuyau d'eau pour eux. Israël a... envoyer beaucoup de production et de... Il ne devrait pas le faire, selon vous? Comment? Il ne devrait pas le faire, selon vous? Envoyer toutes ces... Non, il devrait le faire. Il devrait le faire? Oui. Parce que je crois que la population de Gaza, la grande population, pas ceux qui sont venus en bicyclette pour violer les femmes en rose, la plupart de la population veut vivre en paix. La plupart de la population... Ils sont contre ce qu'ont fait le Hamas. C'est pas l'islam ce qu'ils ont fait. Les islams eux-mêmes sont contre ça. Donc nous, on n'a rien contre les islams ou les chrétiens. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que même les chrétiens sont en danger. Dans tout le monde. Et nous, on croit que la Croix-Rouge, elle doit au moins nous donner un signe de vie. Demander à la Croix-Rouge, donnez-nous un signe de vie. On les a vus, c'est tout. Donnez-nous une photo. C'est tout. Comment est-ce que vous voyez en ce moment l'avancée des opérations militaires israéliennes à Gaza? Est-ce que ça vous rassure par rapport aux pertes causées au Hamas? Ou est-ce que vous avez peur vu que vous ne savez pas où sont les membres de votre famille retenus en otage? Vous avez répondu vous-même sur la question, puisque, écoutez, je ne suis pas de position à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis de position à dire je veux voir les otages en Israël, tous les otages, pas seulement nos otages, pas seulement les otages qui ont la nationalité française, tous les otages, juifs et non juifs. Il y a beaucoup de nos otages qui ne sont pas juifs du tout. Oui, ils sont là-bas. Et il y a eu des otages, il y a eu des Thaïlandais qui ont été égorgés. On ne sait pas pourquoi. Alors, naturellement, 17 personnes, 17 soldats, ça fait mal. Ça fait mal. Ça me fait très mal, mais j'ai peur. Je dis, arrêtez ça. Arrêtez. Faites ce que demandent les Américains aussi. Le cessez-le-feu. Toutes les autres explications, c'est des explications qui ne pensent pas vraiment qu'est-ce qu'il peut arriver. Ils peuvent dire, et j'ai entendu d'ailleurs, qu'ils ont dit, on continue, à guerre, c'est comme à la guerre. Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, Ishaï et Ange, vous êtes à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de la France ?
Je voudrais bien que Ange parle, puisqu'il fait beaucoup pour nous. Bonjour. C'est moi qui ai fait venir d'Israël mon grand cousin que je respecte, que j'aime et j'admire depuis tout petit, pour qu'il vienne en France porter la parole des familles, puisqu'il s'exprime, comme vous l'avez vu, pas trop mal en français. Et par ailleurs, que sa position, qui n'est pas forcément celle qu'on entend le plus souvent, eh bien, soit entendue. Donc, pour juste rebondir, si je puis dire, sur deux choses qu'il a dites. Premièrement, concernant ma famille, donc son frère, mon autre cousin, Ouri, décédé il y a quelques années, sa femme, Carmela, tous les habitants du kibbutz Niroz et les habitants du kibbutz Be'eri, où vivait Galit, étaient des pacifistes convaincus, militants de la paix. À Be'eri, Roni Lévy racontait qu'il continuait chaque mois, le kibbutz, à payer les anciens ouvriers de Gaza. Il leur donnait leur paye. Et puis dire, et ça il faudrait le dire quand même sur TF1 et Antenne 2. TF1, Antenne 2, j'ai volontairement fait écouter hier à Ishaï. Ils ont fait un quart d'heure sur la tempête en ouverture de journal. Et puis seulement est venu après. C'est vrai que vous avez peur que les otages soient oubliés aujourd'hui. Hier, on voyait des gens ranger leurs chaises de jardin sous le vent, se mettre à l'abri, mettre des clous sur des planches avec des volets. Et après, on a parlé un peu d'Israël sur les chaînes nationales. Donc voilà. Et donc je revenais donc sur le fait qu'ils étaient des pacifistes tous, et que dans un premier temps, on pourrait se dire, et puis la gauche pourrait dire ah mon Dieu, ciel. Et ils se sont trompés de cible. S'ils avaient décimé des colons d'extrême droite, après tout. Ça aurait été grave quand même. Oui, ça aurait été grave, mais après tout, c'est peut-être bon, voilà. Même c'est affreux. Mais que nenni, parce que le Hamas ne veut pas la paix. Il ne fait pas de distinction de toute façon entre les gens de gauche ou les gens de droite. Ni les gens de gauche, ni les gens de droite, ni même les Thaïlandais. Ils n'aiment pas l'espèce humaine. Ils n'aiment que les islamistes. Ange, vous avez créé une association Vie brisée en Israël 7 octobre 2023. C'est vraiment ce que vous ressentez aujourd'hui, que votre vie a été brisée? Tout à fait. Tout à fait brisée. Même plus que ça, parce que c'est... Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est comme si on a brisé et puis on a appuyé dessus. Et qui a appuyé? C'est le gouvernement israélien. Et vous m'avez demandé à nous deux ce qu'on pense que ce que la France peut faire. Je sais qu'il y a en France beaucoup qui nous comprennent. Je sais qu'il y a 12% qui sont neutres. Pour moi, neutre, c'est être contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre quand il y a un acte contre l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre quand on a essayé? Les Hamas ne veulent pas conquérir le pays. Ils veulent tuer les hommes, les femmes. Ils ont tué des femmes et des bébés pour donner le signe qu'il n'y a pas une continuation pour nous. C'est pas qu'ils ont une idéologie que on peut comprendre, on peut dire ils sont contre nous. Ils ne sont pas contre nous, ils sont pour eux. Pour eux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, tout le monde devrait se lever et devrait parler des otages? Oui, oui, premièrement. Et défendre Israël. Mais je crois que ce que fait le gouvernement français, à part la vote à l'ONU, qui n'a pas voté, il fait beaucoup pour les Israéliens. Et il fait beaucoup, et on demande à vous, à tout le monde, même à la BBC, c'est ce que j'ai demandé, qu'on essaye de changer l'opinion publique de ceux qui croient que peut-être ils ont une bonne cause. Ils n'ont pas aucune bonne cause, aucune. Moi, je veux voir les otages, je veux les embrasser, c'est tout. Je veux les voir et les toucher. Je ne veux pas comprendre pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils n'ont pas fait autre chose. Ça m'intéresse pas. Et je ne veux pas aussi entendre que pendant le temps, on va faire la petite guerre, on va essayer, mais j'ai peur.
J'ai peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et je crois que si vous nous demandez qu'est-ce qu'on demande aux Français, c'est de appuyer, même sur Israël, et de appuyer naturellement sur Qatar, et appuyer sur les autres pays arabes. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Je suis très, on dit ému. Oui. On peut dire. Être ici, parce que c'est la place la plus confortable pour moi, parce que c'est une place juive d'abord. Mais Abbas, le chef des Palestiniens, il était le premier à dire c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors n'oubliez pas qu'on a des partenaires pour continuer, mais pas avec Hamas. Hamas doit s'enlever. Alors un dernier mot peut-être, Ange. Oui, juste donc rappeler la création de cette association d'aide et de solidarité entre les victimes, bien sûr, et les familles de victimes. Donc j'invite tous les gens qui se sentent concernés, puisqu'il y a un deuxième cercle plus élargi qui concerne même les amis de cette association, dont vous faites partie d'ores et déjà, j'en suis certain, à nous joindre par l'intermédiaire de la FENVAC, FENVAC, qui est la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Donc on peut trouver ça très facilement en tapant simplement FENVAC. Merci à vous, merci de nous rejoindre. Eh bien, merci à vous surtout, merci d'avoir témoigné ce matin sur Radio J. Très important de vous entendre, effectivement. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place à Paris, notamment les affiches concernant les otages, leur visage, leurs noms sont affichés dans les rues de Paris. Et évidemment, on pense à tous ces otages. Merci beaucoup Ishaï, merci beaucoup Ange, Dan, et à très bientôt, je l'espère, pour de très bonnes nouvelles. Merci Lana. Merci. Radio